Le 14 avril 2014, dans une maison située à quelques mètres de l'université de Calgary au Canada, une fête de fin d'année à laquelle participent une trentaine de personnes bat son plein. L'ambiance dans la maison est bon enfant, décontractée. Tout le monde semble s'amuser. Mais quelques heures plus tard, tout bascule. Les autorités reçoivent des appels provenant de l'intérieur de la maison. Quelque chose de très grave est en train de se passer. Et quand les policiers se rendent sur place vers 1h30 du matin, ils découvrent un spectacle macabre. Et sans le savoir, ils viennent de tomber sur le plus grand massacre de l'histoire de la ville. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est une nouvelle affaire qui est surnommée le massacre de Brentwood. Une tuerie, vous allez le voir, vous allez l'entendre, qui fait froid dans le dos. L'histoire commence donc le 14 avril 2014. C'est le jour du Bermuda ce jour-là. C'est une légende qui remonte à 1961 aux États-Unis lorsqu'un étudiant a décrété que tout le monde devait porter un Bermuda le dernier jour de cours. Et depuis, c'est devenu une véritable tradition en fin d'année scolaire. Ça marque en quelque sorte le début des vacances d'été. Les étudiants se retrouvent la journée, ils font un petit peu la fête, il n'y a pas vraiment cours. C'est une sorte de décompression en fait en fin d'année, tout simplement. Il y a généralement un événement qui est organisé au sein de l'université, mais la plupart des fêtes ce jour-là se font en début de soirée, à l'extérieur de l'université. Ce jour-là d'ailleurs, 5 étudiants, dont certains font partie de l'université de Calgary, cette ville de l'ouest du Canada située dans la province de l'Alberta, se préparent pour se rendre à une soirée qui est prévue dans une maison à quelques pas de l'université, précisément au 11 Butler Crescent. Ces 5 étudiants, je vous les présente, sont Joshua Hunter, Katie Perras, Jordan Segura, Lawrence Hong et Zachariah Raswell. Ils ont tous les 5 entre 21 et 27 ans. Et dans ce petit groupe, il y a donc Katie, c'est une danseuse, c'est une artiste très talentueuse. Elle a comme objectif de faire de la danse son métier, elle veut devenir professeure de danse. Elle étudie, à l'université Mount Royal, qui est située également à Calgary, et elle est proche de sa famille, Katie. Elle a un frère et une sœur, ses parents sont divorcés, et son père s'est remarié quand elle avait 10 ans, et lui, de son côté, a eu une autre petite fille, qui est donc la demi-sœur de Katie, et cette demi-sœur, Katie, elle l'adore. L'un des meilleurs amis de Katie, son plus ancien ami d'ailleurs, s'appelle donc Jordan Segura. Jordan Segura a 22 ans, il est étudiant à l'université de Calgary où il apprend l'histoire et en particulier l'histoire des religions. Il a été élevé en partie par sa mère qui s'appelle Patty. Il a un frère aîné qui est aussi son meilleur ami puisqu'ils partagent beaucoup de choses. Ils font beaucoup de choses ensemble, ils ont des passions communes. Et ses copains décrivent Jordan comme étant une personne généreuse, extravertie, toujours prêt à rendre service. Et d'ailleurs, il a cette envie d'aider les autres puisqu'il projette de faire un voyage dans les prochaines semaines, un voyage humanitaire qu'il a déjà bien préparé. L'un des amis de Jordan s'appelle Joshua Hunter. Joshua Hunter, il a 23 ans et ils se connaissent tous les deux depuis l'école primaire. Ils sont assez proches. Ce Joshua, il est très populaire, il fait de la musique. Et vous savez, quand on fait de la musique à l'université, on est un peu plus populaire. Il joue de la batterie. Il a un groupe d'ailleurs, un groupe avec lequel il se produit. Il fait des petites soirées. C'est un trio qui a été formé il y a quelques années maintenant. Et dans ce trio de musique, il y a Zachariah Raswell, 21 ans, c'est le chanteur du groupe. Zach, comme ses amis l'appellent, aime tout ce qui sort de l'ordinaire, tout ce qui est amusant, tout ce qui est créatif. Il fréquente, lui, l'école d'art de design de l'Alberta. Son rêve à Zach, c'est de devenir un musicien, un grand musicien, un chanteur particulièrement. Il aimerait vraiment faire une carrière dans le chant. Et ça marche plutôt bien pour le groupe qui commence à avoir son public. Ils viennent d'ailleurs de sortir un EP et se produisent de plus en plus dans des petites soirées. Lawrence Hong, lui, a 27 ans. Il a quitté les Philippines avec ses parents quand il avait 7 ans. Il est dans sa dernière année d'études urbaines et d'infrastructures. C'est un travailleur acharné. Et il espère d'ailleurs se lancer dans la planification des transports en commun. Il est très sympa ce Lawrence. Il a la cote auprès des filles, il a beaucoup de copains, il est jovial, il parle à tout le monde, c'est quelqu'un de sociable. Et il vient de passer une année très dure puisqu'il a beaucoup travaillé, il s'est peu accordé de sortie et cette fin d'année scolaire arrive parfaitement. Il l'attend avec impatience et il attend avec impatience cette soirée notamment. Au soir du 14 avril 2014, donc, Zach rentre de l'école et dit à sa mère qu'il a l'intention de continuer cette journée festive, de passer la soirée avec Josh et d'autres amis dans le quartier voisin de Brentwood. C'est pas très loin, c'est juste à côté de chez lui. Ce soir-là, l'atmosphère dans cette maison où se passe la soirée, au 11 Butler Crescent, est bonne, conviviale. C'est vraiment la soirée que les étudiants attendaient.
Et cette maison, pour vous la présenter, est habitée par Jordan Segura et d'autres colocataires. Et ce petit groupe est très heureux d'organiser cette dernière fête dans leur maison. Alors ce n'est pas la première fois qu'ils organisent ce genre de soirée, ça s'est déjà passé durant l'année. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'ils organisent une soirée, ça se passe toujours très bien. C'est ce que racontent les voisins, des voisins qui n'ont jamais eu à se plaindre des rassemblements d'étudiants dans cette maison. Il n'y a jamais eu trop de bruit, ils n'ont jamais eu à appeler la police. Donc cette soirée, vous le voyez, s'annonce bonne sur tous les aspects. Il est environ 20h donc ce soir-là, tout le monde est arrivé, se détend principalement dans le jardin, barbecue, jeux, musique, il y a de la guitare, on chante. Enfin tout le monde est arrivé, non. Un invité arrive un petit peu plus tard dans cette soirée. Cet invité s'appelle Matthew de Groot, il a 22 ans. Il est étudiant lui aussi à l'université de Calgary. C'est le fils d'un officier de police de Calgary d'ailleurs. Un garçon sympa selon ses camarades, pas prétentieux, poli et bon élève, qui ne se fait jamais remarquer. Il se spécialise en psychologie et s'est récemment d'ailleurs inscrit en faculté de droit. Mais l'année ne s'est pas très bien passée pour Matthew. Elle a été régulière. Ça a été difficile pour lui. En fait, il a connu des petits problèmes liés à la drogue. Ses parents ont remarqué qu'il consommait de plus en plus de drogue et ont remarqué surtout des changements inquiétants dans son comportement ces derniers mois. Alors que fait Matthew à cette soirée? Eh bien, il a été invité par Brendan, son ami d'enfance, qui est lui aussi un des colocataires de cette maison, c'est un ami de Jordan. Et cette fête pour Matthew, c'est en fait la première fête depuis un long moment, puisque ses problèmes de drogue l'ont quelque peu isolé, l'ont quelque peu éloigné des autres. Il n'est pas vraiment allé en cours cette année. Et pour la plupart des gens d'ailleurs, de le voir arriver à cette soirée, c'est une énorme surprise. Et si Matthew arrive un peu plus tard dans la soirée, c'est qu'il revient en fait du travail. Il a passé sa journée dans un magasin, là où il travaille en tant que caissier, comme il le fait souvent depuis quelques semaines pour payer ses études, même s'il ne va pas vraiment en cours. Et ce jour-là donc, il a commencé à 14h son travail, pour finir, en tout cas logiquement, à 23h. On sait, parce que ça a été confirmé par l'un de ses collègues, qu'il passe beaucoup de temps ce jour-là sur son téléphone et sur les réseaux sociaux notamment, à publier différents messages. Des messages reprenant notamment des paroles d'un groupe d'heavy metal, avant de tout supprimer. Ça, c'est une première bizarrerie dans cette journée. Il fait aussi des recherches sur Internet. Des recherches Internet assez inquiétantes sur Adolf Hitler et sur l'Antéchrist. L'une de ses collègues le trouve d'ailleurs inhabituellement calme ce jour-là. Et d'ailleurs, il ne va pas agir comme d'habitude, puisqu'il va partir plus tôt de son travail. Et avant de partir, sa collègue remarque qu'il prend dans un rayon du magasin une gousse d'ail. Et il prend également 500 $ dans la caisse du magasin. Avant de partir avec sa tenue de travail, il est à ce moment-là 20h, soit, vous l'avez compris, 3 heures plus tôt, 3 heures avant la fin normale de son travail. Et bien qu'il ait pris sa voiture pour aller travailler ce 14 avril, c'est en transport en commun qu'il va repartir du magasin. Il va donc laisser sa voiture sur le parking. Ça aussi, c'est bizarre. Vers 22h, son ami Andrea vient le chercher au magasin. Ça, c'était prévu. Mais Matthew a, semble-t-il, changé ses plans. Il est déjà parti. Alors elle lui envoie un texto pour savoir où il est. Et sa réponse est surprenante et inquiétante. Voilà ce qu'il écrit à Andrea. « Je n'ai jamais blessé personne. Tout sera connu. » Mais ce n'est pas tout, puisqu'il envoie également plusieurs messages bizarres à ses parents, en leur parlant d'Illuminati ou de livres des révélations. Alors à la suite de ces messages, ses parents essaient immédiatement de le joindre et lui répondent. Il y a un échange SMS entre Matthew et ses parents. Mais les écrits de Matthew continuent à être de plus en plus inquiétants. Voilà ce qu'il écrit à ses parents. « Croyez-moi, c'est la réincarnation. Cette fois, je fais la bonne chose. Pour une fois, je ne pense pas qu'à moi. Je vais bien, maman. Je promets que je ne mourrai pas et personne ne mourra, mais surtout ne viens pas ici. » Son père est extrêmement inquiet, forcément quand on découvre ces messages. Il lui envoie également un message en lui disant qu'il est très préoccupé par ces messages totalement incohérents. Ses parents lui demandent expressément de rentrer à la maison. Ils sont très inquiets. Sa mère téléphone d'ailleurs à la police et son père prend la voiture et essaie de le retrouver, essaie d'aller le retrouver à son travail. Mais en arrivant, il trouve, vous l'avez compris, sa voiture garée à l'extérieur du magasin. Et Matthew n'est pas là. L'angoisse commence vraiment à monter. Une fois parti de son travail, donc, Matthew prend la direction de Brentwood et du lieu de la fête. Il envoie un message à Brendan, lui demandant la direction à prendre pour se rendre à la maison. Et ça, c'est quelque chose qui interpelle Brendan, puisque Matthew est déjà venu dans cette maison, à plusieurs reprises d'ailleurs, il connaît l'endroit, il sait s'y rendre. Alors Brendan, qui pense que son ami est peut-être dans un mauvais jour ou s'est perdu tout simplement, quitte la fête pour rejoindre Matthew dans une station-service qui est environ à 6 minutes à pied du lieu de la fête. Mais quand il arrive, Brendan se rend compte que Matthew n'est pas comme d'habitude. Son attitude l'interroge. Il est agité. Et avant d'arriver à la maison, sur le trajet, Matthew tend à Brendan l'ail qu'il a acheté dans le magasin, enfin qu'il a pris dans le magasin. Et il lui montre un petit couteau qu'il sort de sa poche. Brendan ne comprend pas vraiment, il est inquiet, mais il pense que ça va passer. En fait, il se dit vraiment que Matthew a vécu une journée compliquée, qu'il a peut-être bu un petit peu,
et il laisse passer cette histoire. Mais une fois arrivé à la maison, l'ambiance de la soirée, qui était bon enfant, je vous le rappelle, va complètement se dégrader, de par l'arrivée de Matthew. Les jeunes qui sont présents à la fête sont agacés en fait par l'attitude de Matthew, et sont agacés surtout par ces sujets de conversation qui tournent autour des théories du complot, qui tournent autour de la lune, le sang, l'apocalypse. Et certains s'interrogent d'ailleurs sur cette gousse d'ail qu'il a attachée à sa chaussette, qu'il montre fièrement d'ailleurs à tout le monde. Lui explique, quand on lui pose la question, que c'est pour éloigner les vampires. Vous voyez, on a affaire à un comportement très étrange. C'est étrange pour les personnes qui sont présentes à la fête, mais finalement, on est dans une fête de fin d'année. Beaucoup pensent à ce moment-là qu'il a bu et qu'il délire totalement, mais c'est tout. Mais il y a autre chose de très bizarre qui va surgir très rapidement après cet épisode d'ailleurs de gousse d'ail et de vampires. À un moment donné, Matthew se dirige donc dans la cuisine de la maison, il prend une paire de gants chirurgicaux, des gants bleus pour se laver les mains. Et quand on lui demande pourquoi il fait ça, il répond que c'est bientôt minuit, que la fin du monde allait sonner et que ces gants lui permettraient d'éviter de tuer quelqu'un si on le forçait à le faire. Là, ça commence à faire beaucoup pour les jeunes qui sont présents à la fête. Tout le monde est mal à l'aise, mais Brendan, qui ne veut pas que ça prenne de trop grandes proportions, essaie de rassurer tout le monde. Il explique que Matthew est un hypocondriaque, que c'est comme ça depuis très longtemps, depuis son enfance. Donc des choses comme ça, de se laver les mains avec des gants chirurgicaux, ça arrive très souvent, que c'est normal. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est à la fête et qui connaît très bien Matthew. Il s'appelle Daniel. Daniel, c'est un ami d'enfance de Matthew. Il a vraiment grandi avec lui et il a entendu les conversations durant la soirée. Il a vu les agissements de Matthew et lui est extrêmement inquiet. Qu'il agisse comme ça, ce n'est pas normal. Alors il demande à Matthew de venir prendre l'air avec lui pour s'aérer, pour qu'ils puissent discuter. Ils quittent la maison, ils vont faire une promenade. Donc Daniel et Matthew, une promenade de 45 minutes, mais les discussions étranges vont se poursuivre. Et lorsque les deux reviennent à la maison, un témoin aperçoit Matthew en train de jeter son téléphone portable dans le feu du barbecue, avant que quelqu'un ne sorte le téléphone portable pour éviter qu'il brûle. Mais Matthew récupère son téléphone portable et le brise avec une hache qu'il avait récupérée dans le jardin. Là, les agissements sont de plus en plus violents. Il est maintenant environ 1h du matin, un petit groupe de 4 personnes dont Brendan fait partie se dirige vers un McDonald's pour acheter à manger et ramener à manger à la maison, laissant le reste du groupe, dont Matthew, dans la maison. Ce qu'il se passe ensuite est affreux. Selon différentes sources, à 1h20 du matin, Matthew attrape un gros couteau dans la cuisine et poignarde sans aucune explication Zach à 7 reprises, avant de se déplacer rapidement dans le salon. Dans le salon se trouve Josh, il le poignarde 6 fois. Avant de retourner le couteau sur Jordan qui se trouvait près de Josh. Katie, qui elle aussi, je vous le rappelle, est à la fête, a le temps de s'échapper, mais Matthew la poursuit dans une autre pièce avant de la poignarder à 4 reprises. Lawrence Ong, lui, n'aura pas plus de chance. De son côté, il est poignardé alors qu'il dort. Il est poignardé 4 fois au total. Josh, lui, à ce moment-là, n'est pas mort. Il est très sérieusement blessé. Il perd beaucoup de sang. Il arrive à se relever et s'enfuit par la porte d'entrée en criant à l'aide. Mais Matthew le poursuit dans la rue. Il le poursuit toujours avec le couteau. Josh alors revient dans le jardin, mais Matthew arrive à l'attraper et lui met un autre coup de couteau. À ce moment-là, quasiment au même moment, les 4 personnes qui étaient parties chercher un McDo et qui avaient trouvé porte close reviennent et découvrent l'horreur sous leurs yeux. Matthew, en les voyant, s'enfuit. Brendan le poursuit dans la rue, rattrape Matthew. Matthew s'arrête alors net devant Brendan et lui dit que s'il ne le laisse pas partir, il sera le prochain. Il essuie ensuite ses mains ensanglantées sur les mains de Brendan et lui dit que maintenant, ils sont frères de sang. Une des colocataires de la maison qui était restée à l'étage et qui s'était enfermée pendant la soirée avec des écouteurs pour rester un peu dans son coin, entend l'agitation et prévient de suite les urgences. L'opératrice au téléphone racontera plus tard que la jeune femme était apeurée et qu'elle pouvait entendre derrière elle les cris et les pleurs des autres personnes présentes dans la maison. Un appel qui restera traumatisant pour cette opératrice qui après ça sera arrêtée plusieurs mois avant de recevoir un diagnostic de trouble de stress post-traumatique. Mais la colocataire à l'étage n'est pas la seule à avoir prévenu la police. 2 autres appels ont été passés au cours des 2 minutes qui ont suivi, tandis que ceux qui n'étaient pas au téléphone ont essayé de venir en aide aux 5 personnes qui venaient de se faire attaquer. Moins de 3 minutes après le premier appel, la police et des unités canines arrivent à la maison. Les officiers trouvent Josh sur la pelouse du jardin. Il est toujours en vie, mais décède quelques minutes plus tard. Zach et Jordan sont déjà morts, ils sont allongés l'un à côté de l'autre à l'intérieur de la maison. Katie, de son côté, est encore consciente. Elle est transportée d'urgence à l'hôpital, mais malgré les meilleurs efforts du personnel médical, elle décède. L'enquête déterminera que les 5 amis ont été poignardés en l'espace d'1 minute. Tout s'est passé, vous le voyez, incroyablement vite. Et le problème, c'est que Matthew n'a pas été arrêté. Matthew de Groot court toujours. Et après plusieurs recherches, 30 minutes plus tard précisément, il est retrouvé. Il est retrouvé à quelques pâtés de maison. Matthew ne semble pas avoir peur de la police ni des chiens, et bien qu'il ait subi lui-même quelques blessures pendant l'attaque, il se jette sur l'un des policiers pour essayer de le frapper. Mais le policier l'évite, il l'évite juste à temps.
Un autre policier qui se trouve à côté sort son arme et tire sur Matthew, le blessant gravement. Matthew est alors emmené à l'hôpital, il est arrêté. La police va être sous le choc d'apprendre que c'est le fils d'un inspecteur de la police de la ville. À l'hôpital, il sera interrogé par les policiers et il aura ces mots. « Quand je les ai poignardés, j'ai essayé de le faire avec miséricorde. J'ai visé leur cœur. Ils ont mené une lutte qui l'a rendu difficile. Mais vous voyez, je ne suis pas sadique. C'est le Fils de Dieu qui me contrôlait. » Des paroles, vous le voyez, insensées. Et un peu plus tard d'ailleurs, quand il sera à nouveau interrogé, il va un peu changer sa version. Il va dire qu'il a agi en fait en état de légitime défense parce que Zach a commencé à le frapper et c'est pour ça qu'il a voulu le tuer. Matthew est examiné par des médecins qui déterminent rapidement qu'il était dans un épisode psychotique. Il est immédiatement interné en vertu de la loi sur la santé mentale aux États-Unis. Le diagnostic tombe, il est diagnostiqué à ce moment-là schizophrène. Les heures suivantes, la nouvelle de cette tragédie se répand au petit matin. Ce qui avait commencé comme une célébration annuelle pleine d'espoir et de promesses pour l'avenir, ce qui devait marquer la fin d'année, s'est terminé par une tragédie, la pire tragédie d'ailleurs, de la ville. Une tragédie inimaginable. La nouvelle arrive très vite sur les chaînes d'infos et les familles sont très loin d'imaginer que leurs enfants figurent parmi les victimes. La famille de Katie, par exemple, était absolument sûre que la police s'était trompée et que la police avait désigné la mauvaise fille, car ils ne savaient pas, ils n'étaient pas au courant que Katie était sortie faire la fête ce soir-là. De leur côté, les parents de Lawrence, par contre, avaient un très mauvais pressentiment en allumant la télé ce matin-là. Ils étaient persuadés que leur fils faisait partie des victimes. C'est aussi à travers les médias que les parents de Josh commencent lentement à réaliser que leur fils était dans la maison ce soir-là. La mère de Zach, qui s'appelle Rhonda, savait aussi que son fils était à la soirée cette nuit-là, mais elle n'était pas inquiète le matin quand elle ne l'a pas vu revenir. Elle savait qu'il devait dormir sur les lieux de la soirée. Elle savait qu'il devait dormir dans cette maison. Mais quand elle arrive au travail ce matin-là, elle reçoit un coup de téléphone. Au téléphone, c'est l'un des membres du groupe, l'un des membres du trio qui explique que Josh a été tué dans la nuit à la fête. Alors là, elle commence à paniquer, elle appelle Zach sur son téléphone portable, mais Zach ne répond pas. Elle appelle ensuite la police pour savoir si son fils est mort. La police lui dit qu'ils la rappelleront. L'appel arrive quelques heures plus tard et le verdict tombe. Zach est bien mort, il fait partie des victimes. Permettez-moi de commencer par adresser mes sincères pensées à la famille et aux amis de tous ceux qui ont été touchés par cet événement tragique. Ce sont tous de bons enfants, il ne fait aucun doute qu'ils n'ont rien fait de mal. Une fois que les accusations seront finalement portées, ce qui devrait se faire au plus tard cet après-midi, je peux confirmer que l'auteur est le fils d'un membre du service de police de Calgary depuis 33 ans et qu'il est étudiant à l'université de Calgary. J'ai parlé à la famille de l'auteur juste avant de venir ici. Ils sont absolument dévastés. Ils m'ont demandé de vous dire qu'ils ont le cœur brisé. Le papa m'a dit « Pourriez-vous s'il vous plaît transmettre aux familles notre chagrin total et complet et nos condoléances ?» Ils ressentent beaucoup de douleur pour les familles qui ont été touchées par leur fils. Ils ont été incroyablement coopératifs sur cette enquête. Our understanding is that one of the people who lived in the residence welcomed them to the party and subsequently left. Rien n'indique qu'il y a eu un événement qui s'est produit plus tôt dans la soirée qui a pu précipiter ce qu'il s'est passé. C'est le pire meurtre de masse de l'histoire de Calgary. Nous n'avons jamais vu 5 personnes tuées par le même individu. La scène était horrible. Peu de temps après, ce sont les parents de Matthew qui font une déclaration très difficile aux médias. Je suis Douglas DeGrode et je suis un inspecteur du service de police de Calgary, mais je suis ici aujourd'hui non pas en tant que policier, mais en tant que parent et mari. Je parle aussi au nom de mon épouse Suzanne DeGrode, comme nous sommes une seule voix. Nous sommes choqués et dévastés. Et nous essayons d'apporter un sens à ce qui s'est passé. Votre vie a été bouleversée. Aucun mot ne pourra apaiser votre souffrance. Veuillez accepter nos plus sincères condoléances et sachez que vous êtes dans nos cœurs, nos pensées et nos prières.
Nos condoléances vont également aux premiers intervenants qui ont assisté à la scène. Vous avez dû vous détacher de vos émotions pour faire votre travail. Votre professionnalisme était exceptionnel. Nous aimons beaucoup Matthew. Il avait un bel avenir devant lui. Il était sur le point de commencer ses études de droit à l'automne. Tout comme vous, nous avons du mal à comprendre ce qui s'est passé. Nous espérons qu'un jour nous aurons des réponses quant à la raison pour laquelle cela s'est produit, même si cela ne ramènera pas les victimes. Mais nous donnons n'importe quoi pour faire justice. Nos derniers mots sont pour vous, les médias. Nous vous demandons de respecter la vie privée de notre famille alors que nous traitons cette tragédie. Merci pour votre coopération. Le 23 avril 2014, un par un, les étudiants tués ont été enterrés. Jordan, Katie et Joshua d'abord, suivis plus tard de Zach, puis de Lawrence. C'est toute une ville, toute une communauté qui est choquée par cet événement. Des centaines de personnes défilent spontanément dans les rues pour rendre hommage aux victimes. Un mémorial public est installé d'ailleurs au sein de l'université de Calgary. Les étudiants, les enseignants, tout le monde est dévasté par cette tragédie. Le 30 avril 2014, jour de l'enterrement de Lawrence, il aurait eu 28 ans, c'était le jour de son anniversaire. C'était un passionné par son avenir dans la planification du transport en commun, et sa mort a incité d'ailleurs des dizaines d'employés du transport en commun de Calgary à récolter parmi leurs agents. Tout le monde s'est mis ensemble pour payer un bus spécial qui porte le nom de Lawrence. Regardez, le Lawrence Hong Express qui porte le numéro 430 pour le jour et le mois de son anniversaire. 30 avril. L'université de Calgary, de son côté, évidemment, a dû faire face à cette tragédie, a dû prendre des mesures. Ils ont organisé des séances de psy sur le campus pour toute personne touchée par les événements, et ce sont des centaines d'étudiants qui ont bénéficié de ces thérapies. Matthew DeGroot, de son côté, est accusé de 5 chefs de meurtre au premier degré. Le 22 mai 2014, Matthew, qui venait subir une évaluation psychiatrique de 30 jours, comparaît virtuellement devant un juge. Il est déclaré apte à subir son procès, avant d'être renvoyé à l'établissement psychiatrique dans lequel il était affecté. Alors les journalistes et l'opinion publique se demandent pourquoi, si Matthew est déclaré apte à subir son procès, il retourne dans cet hôpital psychiatrique. C'est l'avocat de Matthew qui apporte une réponse à cette question. Voilà ce qu'il dit. Il faut garder à l'esprit que apte à subir un procès signifie seulement qu'il comprend le processus. Vous pouvez toujours être très profondément malade mental et apte à subir un procès. Le 16 mai 2016, soit un peu plus de 2 ans après le début du procès de Matthew, il plaide non coupable. La salle est tellement remplie ce jour-là que les journalistes présents reçoivent l'autorisation spéciale pour s'asseoir dans le box des jurés. Ça n'est quasiment jamais arrivé. La défense de Matthew a demandé à de nombreux médecins et de nombreux experts d'apporter des preuves pour que Matthew soit déclaré non pénalement responsable. Le psychologue qui a évalué l'état mental de Matthew juste après les meurtres, donc dans les 48 heures qui ont suivi, estime qu'il souffrait à ce moment-là d'une maladie de l'esprit. Il était psychotique, probablement, on l'a dit tout à l'heure, schizophrène. Et que cette maladie le rendait incapable de comprendre ce qu'il faisait. Il croyait qu'il agissait en état de légitime défense. Il croyait qu'il était sur le point d'être tué. L'avocat de Matthew affirme pendant le procès que son client veut se soigner, veut prendre ses médicaments, veut aller mieux et ne veut plus retourner surtout en psychiatrie. Les juges rendent donc leur verdict en 2016. Ils expliquent que les meurtres ont été commis avec une grande brutalité. Ça, évidemment, on l'a vu. Que Matthew était une machine à tuer. Ça aussi, on l'a vu. Mais ils finissent par reconnaître Matthew comme non criminellement responsable par le juge de la cour du banc de la Reine. Non responsable parce qu'il souffrait d'un trouble mental au moment des faits. Pour la famille, vous l'imaginez, c'est incompréhensible, c'est inimaginable. Eux qui ont pris perpétuité avec les meurtres de leurs enfants. Nous n'aurons jamais de paix. Nos blessures ne guériront jamais. Voilà ce qu'a déclaré Miles Hong, le frère de Lawrence, ajoutant que les évaluations régulières du cas de Matthew prévues lorsqu'une personne est déclarée non criminellement responsable seraient un cauchemar récurrent. C'est quelque chose qui va revenir tous les ans et à chaque fois ils vont être confrontés à nouveau à ces meurtres. Et c'est ce qui arrive puisque depuis son jugement, le cas de Matthew est examiné chaque année. Et on passe donc du temps à déterminer s'il est toujours une menace importante pour le public. Et lorsque son cas est examiné chaque année, 3 options sont donc possibles. Soit il reste enfermé en psychiatrie, soit il est libéré de façon conditionnelle et est surveillé, ou alors il est totalement libéré. Et évidemment, vous l'avez compris avec les déclarations du frère de Lawrence, chaque année, la famille et les amis des victimes et tous ceux qui ont été touchés par ces événements sont dans l'angoisse
du verdict. En 2018, Matthew est transféré dans un établissement sécurisé où les médecins continuent à examiner son cas. Ils le décrivent comme un patient modèle et à la suite de ça, il obtient des privilèges et des laissez-passer. Un an plus tard d'ailleurs, en 2019, ses libertés sont encore augmentées. Selon la commission d'examen, Matthew dépend toujours fortement de ses médicaments, que s'il arrête de prendre, entraîneront probablement une rechute en quelques semaines, voire en quelques mois. Une rechute qui pourrait être évidemment catastrophique. En septembre 2021, Matthew s'exprime. Il dit qu'il a accepté sa maladie mentale, qu'il est désolé de ce qu'il a fait et qu'il espère qu'un jour, il sera vu, il sera considéré en tant que personne capable de retrouver son chemin dans la société. Le poids de cette tragédie pèse lourdement sur mes épaules et ne s'est pas allégé avec le temps. Je porte la honte et la culpabilité avec moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je veux faire amende honorable, de quelque manière que ce soit, je m'engage à gérer ma maladie. En 2021, le conseil qui est chargé de statuer sur le cas de Matthew rejette une décharge de liberté complète parce qu'il pense que Matthew est toujours une menace importante pour la sécurité du public, mais ils lui permettent plus de liberté. Des libertés, pour que vous compreniez bien, qui comprennent justement des voyages dans des campings supervisés par le personnel, et aussi des laissez-passer, et c'est ça qui est un peu plus étrange, qui ne sont pas supervisés. Le cas de Matthew continuera à être examiné par le conseil. Les médecins et les experts croient qu'il est sur la voie d'une libération complète. Ça pourrait donc aboutir à une absolution inconditionnelle, ce qui signifie qu'il aurait tous les droits et toutes les libertés qu'il avait avant de tuer les 5 étudiants. Ce qui voudrait dire, pour que vous compreniez bien, qu'il pourra se déplacer librement, n'importe où, à travers le pays, à travers le monde, et il ne sera pas obligé de prendre ses médicaments. Lawrence Hong a obtenu un diplôme posthume, ainsi que Zach. Des bourses ont aussi été créées pour Josh et Jordan. Une bourse commémorative a été créée pour l'école de danse dont faisait partie Katie. Cette bourse en fait permettra aux enfants défavorisés qui ne pourraient pas se permettre de payer des cours de pouvoir danser. Après 4 années de planification, un parc commémoratif a été ouvert dans le parc South Glenmore pour honorer les 5 étudiants. Les familles des étudiants disparus se sont réunies pour aider à concevoir l'espace avec l'aide de nombreux bénévoles et plus de 600 donateurs ont réussi à collecter quasiment 50 000 $. Ce parc a été ouvert. Il y a des instruments grandeur nature que les gens peuvent utiliser, ils peuvent jouer sur des bancs. La mission en fait est d'avoir des espaces extérieurs paisibles, contemplatifs, dynamiques pour que les habitants de Calgary se souviennent de cette tragédie et se souviennent surtout des étudiants. C'est un bel hommage en l'honneur de ces 5 étudiants, de ces 5 personnalités talentueuses tuées en l'espace de 2 minutes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci encore une fois de l'avoir suivi. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, me rejoindre également sur Instagram pour soit échanger, soit discuter tout simplement, ou peut-être parler d'histoires que je pourrais aborder dans ces prochaines vidéos. Bonnes vacances si vous êtes en vacances, profitez de cet été et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, soyez prudents, vous le savez, et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut!